Le traité de l'âme d'Aristote, livre second, chapitre 2, sommaire. Défense et explication de la définition donnée, condition d'une bonne définition. Description générale de la vie. La vie se manifeste par ces 4 phénomènes isolés ou réunis, l'intelligence, la sensibilité, la locomotion et la nutrition. Répartition de ces facultés dans les êtres, exemple tiré des plantes et des animaux. L'âme est le principe et le résumé des 4 facultés qui constituent la vie. Ces facultés sont-elles chacune l'âme tout entière ou des parties de l'âme? Elles sont partagées entre les divers ordres d'êtres et paraissent séparables, exception pour l'intelligence qui a quelque chose d'éternel. L'âme n'existe pas sans le corps, mais elle ne se confond pas absolument avec lui. Et comme ce qui est clair et plus connu selon la raison peut venir de choses qui sont obscures par leur nature, quoique cependant plus apparentes pour nous, essayons de nouveau de procéder ainsi qu'il suit à l'égard de l'âme. La véritable définition doit non seulement montrer l'existence de la chose comme le font la plupart des définitions, mais elle doit encore en contenir la cause et la mettre en lumière. Souvent, les jugements qui donnent des définitions sont des espèces de conclusions. Et par exemple, si l'on demande « qu'est-ce que faire la quadrature ?» et qu'on réponde « c'est trouver une figure à angle droit et à côtés égaux qui soit égale à une figure à côtés inégaux », une telle définition n'est que l'énoncé déjà conclusion. Quand au contraire on dit que la quadrature est la découverte d'une moyenne proportionnelle, on indique la cause même de la chose. Nous disons donc, pour commencer toute cette étude, que l'être animé se distingue de l'être inanimé par ce qu'il vit. Mais vivre ayant plusieurs sens, pour affirmer d'un être qu'il vit, il nous suffit qu'il y ait en lui une seule des choses suivantes, l'intelligence, la sensibilité, le mouvement et le repos dans l'espace. Et aussi ce mouvement qui se rapporte à la nutrition, à l'accroissement et au dépérissement. Ce qui fait que de toutes les plantes on peut dire qu'elles vivent, c'est qu'elles paraissent avoir en elles-mêmes une force et un principe d'où elles tirent leur accroissement et leur dépérissement en sens contraire. Car on ne saurait soutenir qu'elles croissent par en haut seulement et non par en bas. Elles se développent et se nourrissent également des 2 manières et en tous sens, et elles continuent de vivre tout le temps qu'elles peuvent prendre de la nourriture. C'est qu'il est possible que cette fonction subsiste indépendamment de toutes les autres, tandis qu'il est impossible que sans elle les autres subsistent dans les êtres mortels. Cela est de toute évidence pour les plantes qui n'ont pas d'autre puissance de l'âme que celle-là. Ainsi donc, c'est par ce principe que la vie appartient aux êtres qui vivent. Mais l'animal n'est constitué primitivement que par la sensibilité. Aussi les êtres qui ne sont pas doués de mouvement et qui ne changent pas de place, s'ils ont cependant la sensibilité, n'en sont pas moins appelés des animaux. Et nous ne disons pas simplement qu'ils vivent. Le premier sens qui appartient à tous les animaux, c'est le toucher. Et de même que la nutrition peut s'isoler du toucher et de toute sensibilité, de même le toucher peut s'isoler de tous les autres sens. Nous appelons faculté la nutrition. Nous appelons faculté de nutrition cette partie de l'âme qui est commune aux plantes elles-mêmes, mais tous les animaux sans exception paraissent avoir le sens du toucher. Nous dirons plus tard la cause de chacun de ces phénomènes. Pour le moment, bornons-nous à dire que l'âme est le principe des facultés suivantes et se trouve définie par elles, la nutrition, la sensibilité, la pensée et le mouvement. Chacune de ces facultés est-elle l'âme ou seulement une partie de l'âme? Et si c'est une partie, est-ce de façon qu'elle soit séparée seulement pour la raison, ou bien aussi séparée matériellement? Ce sont là des questions dont quelques-unes peuvent aisément se résoudre et dont quelques autres présentent de grandes difficultés. Ainsi de même que dans les plantes, quelques-unes, comme on peut le voir, vivent après qu'on les a divisées et séparées les unes des autres, comme si pour ces êtres l'âme était parfaitement et réellement une dans chacune d'elles, et qu'en puissance elle fut multiple,
De même, nous voyons avec une autre différence de l'âme un phénomène analogue se produire pour les insectes que l'on coupe. Chacune de leurs parties possède la sensibilité et la locomotion. Et si elles ont la sensibilité, elles ont aussi l'imagination et le désir. Car là où il y a sensation, là aussi il y a peine et plaisir. Et là où sont ces deux affections, il y a nécessairement désir. On ne saurait ici encore affirmer rien de fort clair, ni de l'intelligence, ni de la faculté de percevoir, mais l'intelligence semble être un autre genre d'âme, et le seul qui puisse être isolé du reste, comme l'éternel s'isole du périssable. Quant aux autres parties de l'âme, les faits prouvent bien qu'elles ne sont pas séparables, ainsi qu'on le soutient quelquefois. Mais au point de vue de la raison, elles sont différentes évidemment, car c'est tout autre chose d'être sensible et d'être pensant, parce que sentir et juger sont choses très différentes. Et de même pour chacune des facultés qu'on vient de nommer. De plus, certains animaux les ont toutes, d'autres n'en ont que quelques-unes, d'autres n'en ont qu'une seule. C'est là ce qui constitue leur différence, et nous verrons plus tard quelle en est la cause. Mais il se passe quelque chose d'à peu près pareil pour les sens. Certains animaux les ont tous, d'autres n'en ont que quelques-uns, d'autres enfin n'en ont qu'un seul. Et c'est alors le plus nécessaire de tous, le toucher. De plus, ce par quoi nous vivons et sentons peut recevoir deux significations, de même que ce par quoi nous savons. Ainsi nous appelons ce par quoi nous savons tantôt la science et tantôt l'âme, car nous disons qu'on sait par l'un des deux. De même, ce par quoi nous sommes en santé, tantôt se nomme santé et tantôt se rapporte à telle partie du corps ou même au corps entier. La science et la santé sont une espèce, elles sont une certaine forme, la notion, et pour ainsi dire l'acte de ce qui les reçoit, ici de ce qui est capable de savoir, là de ce qui est capable d'avoir la santé. C'est en effet dans le sujet passif et dans l'être qui a telle disposition que paraît avoir lieu l'acte des choses capables d'agir. Or l'âme est ce par quoi nous vivons, sentons et pensons primitivement. Elle doit donc être raison et forme, et non pas matière ou sujet. La substance en effet suppose, ainsi que nous l'avons dit, trois choses. La forme, la matière et le composé, résultat de ces deux éléments. La matière n'est que puissance, et la forme est réalité parfaite, entéléchie. Et comme le résultat de toutes deux est l'être animé, le corps n'est pas la réalité parfaite, l'entéléchie de l'âme. C'est l'âme, au contraire, qui est la réalité parfaite, l'entéléchie du corps constitué de certaines manières. C'est là aussi ce qui donne toute raison à ceux qui prétendent à la fois que l'âme n'existe pas sans le corps et que l'âme n'est pas un corps. Non, elle n'est pas un corps, elle est quelque chose du corps, et voilà pourquoi elle est dans le corps, et dans le corps fait de telle façon. Elle n'est pas comme les philosophes antérieurs l'ont dit, dans un corps quelconque, oubliant d'ajouter dans quelle sorte de corps, quoique cependant il ne semble pas qu'une chose prise au hasard puisse indistinctement recevoir la première chose venue. Mais en ceci tout se passe suivant cette loi parfaitement raisonnable, la réalité parfaite, l'entéléchie de chaque chose, ne se produit naturellement que dans ce qui est en puissance et dans la matière qui est propre à la recevoir. Il est donc clair par là qu'il n'y a réalité parfaite, entéléchie et raison que pour ce qui a la puissance de devenir de telle ou telle façon.